Ceci est une carte du métro et du réseau ferroviaire de Londres. Si vous ne l'avez jamais vue auparavant, cela peut ressembler à un tas de lignes confuses entassées, mais en réalité, elle affiche presque tous les systèmes de transport en commun de Londres. Chaque couleur identifie une ligne de transport différente, et évidemment, il y en a énormément. Mais celles sur lesquelles nous allons nous concentrer sont toutes ces lignes de couleur unies que vous voyez ici, qui représentent les lignes du métro de Londres. Ces lignes orange ici qui servent à identifier les lignes du London Overground, ces lignes vert citron qui représentent en main les tramways, les lignes bleues ici qui représentent les voies du Docklands Light Railway, ou Dockland Light Railway pour faire court, et enfin toutes ces lignes de différentes couleurs ici qui représentent le National Rail. Tout cela constitue en gros le cœur du fonctionnement de Londres. Je sais que ça fait beaucoup, mais Londres est une ville mondiale qui abrite près de 10 millions d'habitants. Et si l'on prend aussi en compte les touristes du monde entier et les visiteurs venant d'autres régions du Royaume-Uni, les chiffres sont encore plus élevés. Donc c'est vraiment nécessaire. Pourtant, malgré cela, le Transport for London, ou TfL pour faire court, qui possède en gros la plupart des systèmes de transport en commun de Londres, est toujours classé parmi les meilleurs au monde en termes d'efficacité. Mais pour comprendre comment tout cela fonctionne en harmonie, je pense que la façon la plus simple est de tout diviser un peu, entre le nord et le sud de la Tamise. La raison en est que les deux côtés n'ont pas été créés de manière égale, ce que nous allons expliquer dans un instant. Au nord de la Tamise, la zone est largement desservie par le métro de Londres, également connu sous le nom de Tube. Ouvert pour la première fois en 1863, le métro de Londres a été le premier système de transport souterrain au monde et sert de phare éclatant à l'infrastructure ambitieuse et enviée de Londres. Le métro est un système de transport rapide qui dessert 5 millions de personnes chaque jour, ce qui en fait l'un des réseaux de métro les plus fréquentés au monde. Il se divise en 11 lignes différentes desservant principalement la grande région de Londres, avec également certaines parties du Buckinghamshire, de l'Essex et du Hertfordshire. Dans l'ensemble, le métro est extrêmement efficace et rapide. Prenez par exemple la ligne Victoria, même pendant les heures de pointe, le train circule toutes les 100 secondes. C'est pratiquement un autre train qui arrive avant même que vous ayez quitté le quai. Toutes ces lignes desservent 272 stations différentes à travers Londres, et étonnamment, la plus longue distance entre deux stations n'est que de 6,3 km. C'est entre Chalfont et Latimer et Chesham sur la ligne métropolitaine. C'est conçu de façon à ce que, peu importe où vous êtes, vous puissiez prendre le métro. Je veux dire, c'est tout l'intérêt des transports en commun, non? Dans l'ensemble, tout le réseau du métro s'étend sur 250 miles, ce qui en fait le 7e plus grand réseau de métro au monde. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant pour Londres, et c'est là que les nombreuses options entrent en jeu. Tout comme il y a le métro de Londres, il y a aussi le Overground de Londres, un réseau ferroviaire de banlieue qui propose des itinéraires me formant plutôt un anneau autour du centre de Londres, plutôt qu'à travers celui-ci, contournant ainsi la folie du centre-ville. C'est le complément parfait du métro, et il a la deuxième plus grande fréquentation annuelle, avec 189 millions de personnes par an, avec 113 stations sur 9 lignes différentes. Le Docklands Light Railway constitue une autre option de transport, principalement au nord de la Tamise. C'est aussi un système quelque peu spécialisé qui dessert principalement l'est de Londres, et plus précisément la zone des Docklands. Mais il y a tout de même plus de 100 millions de personnes qui empruntent ce système de métro léger automatisé chaque année, et c'est parce qu'il assure une liaison directe entre les deux principaux quartiers financiers de Londres. Canary Wharf et la City de Londres, ce qui en fait le système de métro léger le plus fréquenté de tout le Royaume-Uni. Maintenant, avant de parler des transports publics de Londres au sud de la Tamise, je voudrais en fait parler des bus. Parce qu'ils sont en fait très utilisés des deux côtés de la rivière et constituent le mode de transport le plus utilisé à Londres. Leur réseau de bus est l'un des plus étendus au monde. La ville possède une flotte de plus de 9000 bus rouges emblématiques et la deuxième plus grande flotte de bus zéro émission d'Europe. Seul Moscou fait mieux. Environ 6 millions de passagers effectuent leur trajet à bord de l'un des 7000 bus circulant chaque jour. Ils desservent plus de 700 itinéraires différents, ce qui représente plus de 2 milliards de passagers par an, juste pour vous donner une idée. Si vous additionnez le nombre annuel de passagers des réseaux de bus de New York, Los Angeles et Paris, vous obtiendriez à peu près le même nombre de passagers que Londres. C'est un système relativement peu coûteux. Prenez par exemple le prix du ticket de bus. Une journée complète de trajet en bus coûte au maximum 5,50 $. Ou même si vous en avez besoin seulement pour une heure, vous pouvez payer moins de 2 $ pour ce qu'on appelle le tarif Hopper, qui vous permet de voyager gratuitement en bus ou en tramway, de façon illimitée pendant une heure après avoir validé votre premier trajet. Et grâce à des mesures comme la taxe de congestion de Londres, qui fait payer à tous les véhicules privés circulant dans cette zone du centre de Londres 17 $ par jour d'utilisation, le service est d'autant meilleur. Rien que la première année de sa mise en place, la zone a connu une réduction de 30% de la congestion du trafic et une augmentation de 30% de la vitesse moyenne, tandis que le nombre de passagers des bus a augmenté de 38%.
C'est quelque chose qui, bien que remarquable, n'est pas utilisé par beaucoup de pays. La ville de New York, par exemple, qui à mon avis est très comparable à Londres à bien des égards, n'en a pas. Du moins, pas encore. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit plus tôt, au sud de la Tamise, et le sud de Londres en général, c'est un monde complètement différent de ce qui fonctionne au nord. Prenez par exemple le métro de Londres, je veux dire, oui, techniquement il va au sud de la Tamise, avec des lignes comme la Victoria et la Jubilee, mais il est à peine présent là-bas. Sur les 272 stations reliées au métro, seulement 31 se trouvent dans le sud de Londres. C'est le cas pour la plupart des systèmes de transport d'eau nord, ils n'ont tout simplement pas de réelle présence dans cette zone. Mais bien sûr, il y a des raisons à cela. La première raison, c'est la géologie. Au nord de la Tamise, le sol est parfait pour creuser des tunnels, tandis qu'au sud, il y a de l'argile gorgée d'eau, ce qui le rend moins cohérent et beaucoup plus difficile à traverser en creusant. Ensuite, il y a le fait que le sud de Londres était moins peuplé et donc moins cher pour construire en surface. Regardez cette carte de Londres datant de 1794. Vous verrez que la ville s'est principalement développée au nord et à l'ouest de la Tamise. Donc le métro a été construit là où la plupart des gens vivaient et là où il était le plus nécessaire. C'est là que se trouvait, après tout, le plus d'opportunités. D'ailleurs, au moment où le métro londonien a commencé à être construit, le Sud avait déjà un vaste réseau ferroviaire de banlieue après avoir été découpé par de nombreuses compagnies ferroviaires privées, donc il n'en avait pas autant besoin non plus. En conséquence, des millions de Londoniens vivant au sud de la Tamise dépendent bien plus des trains de banlieue que de tout autre moyen de transport, et c'est là que le réseau ferroviaire national entre en jeu. Pour faire simple, le réseau ferroviaire national est une association coopérative non constituée en société d'un réseau de compagnies ferroviaires, et ensemble, elles forment le réseau ferroviaire interurbain de Grande-Bretagne, que vous pouvez voir ici. Puisque le métro était quasiment inexistant au sud de la rivière, le réseau ferroviaire national constitue l'essentiel des transports publics. Dans ces quartiers, il y a aussi les tramways de Londres. Bien que les tramways légers desservent principalement Croydon et ses environs, ils accueillent tout de même près de 30 millions de passagers par an. Maintenant, la dernière pièce de ce puzzle des transports est la ligne Elizabeth. Bien qu'elle soit encore très récente et pas encore entièrement opérationnelle, c'est une ligne de banlieue et interurbaine qui relie la Great Western Main Line et la Great Eastern Main Line via certaines gares du centre de Londres. Son importance ne peut pas être sous-estimée. De nombreux trajets seront considérablement réduits grâce à cette ligne, comme par exemple le trajet de Woolwich à Whitechapel qui prendra désormais 9 minutes au lieu de 25 à 30 minutes, et celui de Farringdon à Canary Wharf qui ne prendra plus que 10 minutes, soit plus de 50% plus rapide que le temps de trajet précédent. De manière générale, la Elizabeth Line rendra les trajets beaucoup plus rapides et soulagera énormément la Central Line, l'une des lignes les plus fréquentées du métro. Au total, les trajets effectués par les systèmes de transport en commun représentent 37% de tous les déplacements à Londres, ce qui en fait le moyen le plus utilisé pour se déplacer dans la ville. Il est également important de comprendre que tous ces systèmes de transport dont j'ai parlé sont tous connectés. La Transport for London est responsable du métro, de l'Overground, du Docklands Light Railway, des bus et des tramways, pour n'en citer que quelques-uns. Sous forme d'images, voici les itinéraires que la Transport for London contrôle. Grâce à cela, ils se complètent tous extrêmement bien. Par exemple, le métro et le Docklands Light Railway ont de nombreux points de correspondance entre leurs réseaux, et ensemble, ils représentent 40% des trajets entre le centre et la périphérie de Londres. Tout est également intégré grâce à l'Oyster Card de la Transport for London, un ticket électronique de la taille d'une carte de crédit qui offre un accès presque illimité à presque tous les systèmes de transport en commun de Londres pour un prix relativement abordable selon les horaires d'utilisation. Bien que cette forme de paiement ait lentement diminué en raison de la montée des cartes de crédit sans contact, elle est encore utilisée plus de 12 millions de fois chaque année. Aussi formidable que soit le réseau de transport en commun de Londres, ce n'est pas votre seule option. Et non, je ne parle pas des voitures privées, qui sont certes une autre option, mais plutôt de la marche. La marche représente 24% de tous les déplacements à Londres, et c'est en fait une ville incroyable pour cela. Londres est classée comme la 5e ville la plus praticable à pied au monde, et je pense que c'est parce que Londres est l'une des plus anciennes grandes villes du monde, donc bien sûr, elle n'a pas été conçue pour les voitures. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'inverse du titre de cette vidéo, Londres n'a pas vraiment été conçue. Je veux dire, elle l'a été un peu, surtout après la Seconde Guerre mondiale à cause des bombardements allemands sur la ville, mais Londres s'est vraiment développée naturellement pendant près de 2000 ans. Donc, dans l'ensemble, Londres est une ville facile pour se déplacer, et même s'il peut y avoir des problèmes de retards ou de manque de financement de la part de Transport for London, ce qui, pour être honnête, nécessiterait une toute autre vidéo pour expliquer, elle s'en sort incroyablement bien avec ce qu'elle a. Merci d'avoir regardé.